Bonjour à vous, bonjour à tous. Heureuse de vous retrouver pour certains d'entre vous, parce que je vois que pour certains d'entre vous, vous étiez là lundi, mardi. Voilà, vous êtes fidèles. Merci beaucoup. Alors, ce soir, donc troisième journée de cette semaine du cerveau, qui débute par la conférence de Mathieu Fontenot, qui se poursuivra par un groupe d'enseignants du réseau Espagne qui ont travaillé sur les émotions et le primaire, qui vont nous présenter leurs travaux. Mais avant tout, je vais présenter Mathieu. Avant de présenter Mathieu, éteignez bien vos micros. Parce que il y a toujours des bruits parasites et c'est un petit peu compliqué. Donc voilà, éteignez bien vos micros. Merci beaucoup. Alors Mathieu, je vais te présenter. Alors, on te connaît bien parce que tu travailles pour la certification de neurosciences à la mission laïque française. Donc, certaines personnes d'ailleurs du public participent à cette certification internationale en neurosciences cognitives, apprentissage et transition éducative. Tu assures le module 1, module scientifique de cette certification. Alors, sinon, tu enseignes à l'université de Tours au sein de l'unité qu'on appelle l'INSERM. Et tes recherches, Mathieu, mais peut-être tu nous en diras plus, avec l'équipe de psychiatrie neurofonctionnelle, concernent les troubles dépressifs et le spectre autistique en particulier. Et tu es chargé dans cette université des cours de neurobiologie. La conférence que tu nous proposes ce soir s'intitule « Avons-nous besoin du stress ?» Alors, c'est vrai que c'est un titre qui peut être étonnant, question étonnante, mais avant que tu puisses répondre, Mathieu, cette question toute simple, c'est quoi le stress? Eh bien, bonjour à tous, merci d'écouter ça. Alors, le stress, déjà, en fait, c'est une notion qui a été développée dans les années 30 par un médecin québécois et puis par d'autres médecins, en fait, en relation avec ce qu'on appelle la notion d'homéostasie. C'est-à-dire la notion d'homéostasie, c'est l'équilibre interne de notre corps, l'équilibre des différents systèmes en fonction de toutes les contraintes internes et externes, et donc de l'environnement également. Et donc, le stress, ça a été donc défini par un médecin québécois comme la réaction physiologique à toute sollicitation qui va modifier finalement cet état d'équilibre, cet état d'homéostasie. Alors déjà, il y a eu un abus de langage un peu au départ parce que il a appelé ça stress, alors que finalement, si on se fie à l'étymologie, le stress, en fait, ce serait le facteur de stress, c'est ce qui cause le stress. Donc déjà, depuis le début, en fait, on appelle stress la réaction physiologique, alors que finalement, on devrait appeler stress ce qui cause le stress. Donc aujourd'hui, on fait la différence entre stresseur et stress. On a gardé cette dénomination de stress pour la réaction physiologique et on dit ce qui cause le stress vont être les stresseurs. Donc ça, on en parlera un peu plus tard, tout ce que ça peut être comme type de stresseur. Mais il y a aussi, surtout aujourd'hui, un gros abus de langage, on va dire, dans le quotidien depuis quelques années, c'est le fait qu'on considère que le stress, c'est quelque chose de maladif. Et parce qu'en fait, on confond le système d'adaptation nécessaire à notre survie et à des contraintes environnementales en permanence, qu'elles soient internes ou externes, d'ailleurs, enfin environnementales et internes, avec le fait qu'un stress chronique, du coup, devient pathologique, en fait. Et donc, aujourd'hui, tout le monde parle de stress pour parler de quelque chose de maladif, alors qu'en fait, à la base, c'est un système nécessaire à notre survie et à nous adapter en permanence, que ce soit à des dangers vraiment intenses, mais également, donc en termes de survie, mais en fait, à des adaptations permanentes dès le matin. D'ailleurs, le système de stress se met en fait en réalité en route dès le matin, un peu avant le lever du soleil, pour préparer l'organisme à l'action, en fait. C'est un système général qui permet de préparer l'organisme à l'action. Donc, je vais partager l'écran histoire de vous montrer un petit peu de neuro et de voir comment ça fonctionne. Donc, est-ce que vous voyez bien là l'écran? Ça va venir, Mathieu, ça va venir. Ça va venir. Ok, Forcément, c'est bon, j'ai dû c'est faire bon. une bêtise. Voilà, non, c'est bon. Et on va prendre. Et donc là, vous voyez le pointeur? Alors, bouge, oui, on le voit. OK. Donc en fait, c'est un système qui est composé de deux parties, ce système de stress. La première partie, c'est ce qu'on appelle le système nerveux sympathique.
on peut lui donner un autre nom, c'est le système de fight or flight. En fait, ça veut dire fuir ou combattre. Donc, c'est vraiment un système qui est fait pour préparer l'organisme à l'action en cas de danger, en cas de menace, en cas de situation d'imprévisibilité, d'incertitude. Et ça va être un système assez rapide, ce système de sympathique, parce que c'est de la transmission nerveuse. Vous voyez, si vous suivez le pointeur, ça suit les nerfs. Donc, il y a tout un système à l'intérieur du cerveau, en particulier certains neurones, qui vont activer, qui vont envoyer ce qu'on appelle la noradrénaline et l'adrénaline un petit peu partout dans le cerveau, et activer l'éveil, l'attention, la mémoire, les émotions, et puis également aller mettre de la noradrénaline et de l'adrénaline jusque dans différents organes. En fait. Donc, c'est de la transmission nerveuse, c'est très rapide, d'accord. Ça prend vraiment, c'est de l'ordre de la milliseconde à quelques secondes. Les effets vont durer quelques secondes, mais la transmission est très rapide. Et ça va déclencher également la sécrétion d'adrénaline par ce qu'on appelle les glandes surrénales, d'où leur nom, elles sont situées juste au-dessus des reins. En fait. Cette adrénaline va du coup voyager dans le sang, pas uniquement par les neurones du coup, mais également dans le sang et atteindre des tas d'autres organes. Donc, les effets qui vont être immédiats, ça va être quelque chose comme, par exemple, le système cardiaque. Donc, ça va augmenter les battements et la force de contraction cardiaque. L'idée étant d'amener plus de sang aux cellules, parce que le sang va transporter l'oxygène et le sucre est notre source d'énergie principale pour les cellules. Donc, il faut amener plus de sang aux organes très rapidement pour préparer l'organisme à l'action, surtout aux organes internes, aux organes vitaux et également aux muscles pour préparer le mouvement. Ça va également avoir des effets sur les vaisseaux sanguins, d'accord, cardiovasculaires, c'est-à-dire sur le système cardiaque, mais également sur le système vasculaire. Ça va augmenter le diamètre des vaisseaux sanguins à l'intérieur du corps et aux muscles pour, encore une fois, augmenter l'afflux de sang et donc d'oxygène et de nutriments, de sucre. Et ça va, par exemple, diminuer le diamètre des vaisseaux sanguins sous la peau, qui sert plutôt à réguler la température de notre corps. Pour préparer l'organisme à l'action, pas besoin d'avoir d'afflux sanguin sous la peau. D'ailleurs, pour ça que dès qu'on a une réaction de peur, de manière générale, l'adrénaline va diminuer le diamètre des vaisseaux sanguins sous la peau, on va devenir livide. D'où l'expression être blanc de peur ou avoir une peur bleue, par exemple. Ça va également augmenter la fréquence respiratoire. On a besoin de plus d'oxygène. Ça va également augmenter les ressources mobiliser toutes les ressources énergétiques possibles du corps, encore une fois, pour préparer l'action de manière très rapide. En particulier, l'adrénaline va déstocker tout le sucre qui est stocké sous forme complexe dans le foie, et donc on va voir une augmentation du sucre dans le sang. Et puis, ça va également agir dans ce qu'on appelle la moelle épinière qui est située au milieu de notre colonne vertébrale pour inhiber tout ce qui est contrôle nociceptif ou douleur, si vous préférez. Donc, on n'a pas besoin de la douleur pour préparer l'organisme à l'action. Il faut absolument inhiber cette douleur pour fuir ou combattre. Et donc, ça va inhiber tous les influx nerveux concernant la douleur. Les exemples les plus frappants, c'est ce qu'on appelle d'ailleurs l'analgésie induite par le stress, particulièrement documentée chez les militaires qui ne sentent pas la douleur tant qu'ils ne sont pas hors de danger, même s'ils ont une blessure très grave. Ils ne sentent la douleur que après être hors de danger. Donc, on a ces systèmes de stress qui se mettent en place en fait pour la survie finalement, pour préparer l'organisme à l'action. Donc ça, c'est des systèmes très rapides, nerveux, adrénaline, noradrénaline. Et en même temps, il y a un système plus hormonal qui se met en place, qu'on appelle l'axe corticotrope ou axe du stress, on lui donne ce nom aussi. Et là, encore une fois, le chef d'orchestre, c'est une structure dans le cerveau qu'on appelle l'hypothalamus, qui va déclencher la sécrétion d'une hormone qu'on appelle CRH, qui va aller en dessous stimuler une autre structure qu'on appelle l'hypophyse, qui elle-même va sécréter une autre hormone qu'on appelle la CTH, et cette ACTH va circuler dans le sang, encore une fois, jusqu'aux glandes surrénales, donc juste au-dessus de nos reins, pour déclencher la sécrétion des fameuses hormones du stress qu'on appelle les glucocorticoïdes, en particulier chez l'être humain, c'est ce qu'on appelle le cortisol. Chez les rongeurs, c'est la corticostérone. Alors, tout le monde connaît les glucocorticoïdes, en fait, sans le savoir, la cortisone qu'on utilise pour calmer des allergies ou des allergies cutanées ou des choses comme ça, ou en traitement de fond d'asthme, des choses comme ça, en fait, c'est un glucocorticoïde, d'accord ? Et donc, ces glucocorticoïdes, eux, ils ont des actions un peu plus prolongées. Alors déjà, ici, cet axe, c'est quand même une sécrétion hormonale, ça ne prend pas des millisecondes, d'accord ? Ça prend déjà plusieurs secondes pour agir.
Et puis, ces glucocorticoïdes, ils ont une particularité, ils agissent sur des petits récepteurs, non pas à la surface des cellules, mais à l'intérieur des cellules, et qui vont dans le noyau changer l'expression de nos gènes. Alors, l'expression de nos gènes change en permanence, hein, au moment où je vous parle, au moment où vous écoutez, c'est tout le temps que l'expression de nos gènes change pour dire toi, tu t'exprimes un peu plus, toi, tu t'exprimes un peu moins. Ça permet de s'adapter et de faire des changements, de s'adapter à tout stimulus de l'environnement en permanence. Mais ces glucocorticoïdes, du fait de cette action sur l'expression des gènes, ont une action un peu plus prolongée. Donc, ils vont avoir des effets effectivement assez rapides ici, mais également des effets plus longs, de l'ordre de la minute, de l'heure, voire des jours, des semaines, des mois. Et donc, tout ce système, en fait, donc, ils vont avoir sur le corps un peu grossièrement les mêmes fonctions que l'adrénaline, mais de manière un peu plus prolongée. Ça va augmenter l'éveil, ça va augmenter l'attention, ça va augmenter la mémoire de travail, celle qui nous sert en permanence, la mémoire à court terme. Ça va également augmenter la mémoire émotionnelle, enfin l'éveil émotionnel, ce qu'on appelle arousal en anglais. Ça va augmenter la mémoire à long terme également. Ça va augmenter aussi les fonctions cognitives dites supérieures qui se passent, on va dire, derrière dans le cortex préfrontal, derrière le front. Tout ce qui est prise de décision, planification de l'action, inhibition de l'action, parce qu'on a besoin d'inhiber certaines actions, flexibilité cognitive, etc., etc. Ça va également avoir des effets sur l'ensemble du corps, système cardiovasculaire également, toujours les mêmes fonctions, apporter plus de sang, donc augmenter la fréquence cardiaque, augmenter le diamètre des vaisseaux, apporter plus de sang et donc plus d'oxygène aux cellules, et plus de glucose, plus de sources d'énergie. Ça va avoir des effets toujours sur le métabolisme énergétique, ça va mobiliser les ressources, donc plutôt non pas les sucres, mais tout ce qui est protéines et lipides. Et donc, on peut faire de l'énergie à partir des protéines et des lipides. Et puis, ça va inhiber des tas d'autres choses comme la croissance, la reproduction et le système immunitaire. Les glucocorticoïdes, c'est d'ailleurs le cas de la cortisone, c'est un anti-inflammatoire et un immunosuppresseur. Donc, ça diminue l'activité du système immunitaire. Encore une fois, l'idée est de préparer l'organisme à l'action. On n'a pas besoin d'avoir à ce moment-là, pour faire face à une situation entre guillemets de danger, qu'elle soit de danger imminent ou de menace simplement ou de mobilisation du corps, on évite d'avoir des choses qui vont fatiguer l'organisme, comme effectivement le système immunitaire qui travaille dans le cadre d'une inflammation et autres. Donc en fait, c'est vraiment un système qui est mobilisé en permanence pour s'adapter aux contraintes de l'environnement et aux contraintes internes de notre propre corps, pour préparer l'organisme à l'action et pour, on va dire, mobiliser toutes les ressources pour avoir de meilleures performances. Donc c'est vraiment un système pas que de survie, mais vraiment d'adaptation permanente pour augmenter finalement les performances, qu'elles soient les performances du cerveau comme les performances du corps. Je pense que j'irai pas plus loin forcément là-dessus dans les détails, donc je te laisse la parole, Pascal, vas-y. Alors, je ne savais pas si tu allais présenter toutes les diapos ou la première. J'ai envie de dire, donc tu parles de manière très, très claire du stress ordinaire, nécessaire. Ça, c'était très compréhensible, et du stress chronique. Et tu as montré qu'il y avait des effets sur la santé, sur le système cognitif, sur le sommeil, évidemment, ou d'autres comme alors tu n'en as pas parlé, mais peut-être le trouble de l'humeur. À partir de quel moment alors, je vais voir comment je vais exprimer ma question. J'ai envie de dire à partir de quel moment ça devient pathologique et comment est-ce qu'il est à partir de quel moment on peut agir sur ce qui pourrait devenir ou ce qui pourrait ne pas devenir pathologique. Ah, ça fait deux questions. Oui. La première question, c'est, on va peut-être d'abord commencer par là, c'est à quel moment ça devient pathologique. Eh bien, en fait, ça devient pathologique quand les stresseurs, donc ce qui va provoquer le stress, deviennent trop intenses. Alors en termes d'aigu, dans ces cas-là, un stresseur aigu, ça va être un traumatisme, d'accord ? Ça va créer par exemple éventuellement des troubles de stress post-traumatique. Un stress trop aigu, qu'il soit pendant l'enfance ou pendant l'adolescence ou à l'âge adulte, peu importe, on est plus fragile pendant l'enfance, mais peut créer un stress trop intense, va créer un traumatisme. Alors, on parle vraiment dans ces cas-là de stress intense, on ne parle pas de passer un examen ou de monter sur les planches pour faire une pièce de théâtre, d'accord, et d'avoir le trac, c'est pas la même chose. Mais plutôt, ce qu'on définit comme stress aujourd'hui, c'est plutôt le stress chronique en fait. Et ça va être une succession de différents stresseurs
qui vont être suffisamment intenses et répétées, surtout dans le temps, et qui vont en fait suractiver en permanence ce système. Et là, en particulier, plutôt ici, l'axe hormonal, d'accord? Plus que le système nerveux sympathique qui se régule assez bien, assez rapidement, puisque les effets sont très transitoires. Le problème, c'est justement que ces glucocorticoïdes ont une action plutôt prolongée. Et normalement, de base, il y a en fait, encore une fois, une fonction un peu d'homéostasie, c'est-à-dire de retour à l'équilibre. On a des systèmes de régulation qui permettent de diminuer la sécrétion des glucocorticoïdes suite à un stress. En fait, les cortisol régule lui-même sa propre sécrétion en revenant agir sur l'hypothalamus et sur l'hypophyse pour diminuer la sécrétion des hormones qui ont provoqué sa propre sécrétion. Je ne sais pas si c'est clair, ça s'appelle une boucle de rétrocontrôle négatif. C'est des systèmes qui permettent, en fait, on va dire, si on me voit en vidéo, d'avoir une sécrétion qui va être assez rapide, mais aussitôt que ça atteint un certain seuil, en fait, ça va diminuer le cortisol va diminuer sa propre sécrétion en revenant agir en amont. Et donc, ça va rediminuer. Et donc, ça fait des sécrétions qui sont assez transitoires et des effets qui vont être pas trop prolongés dans le temps. Le problème est quand les stresseurs deviennent répétés, chroniques, en permanence, suffisamment intenses pour activer de manière forte ce système, mais tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et donc là, en fait, on va perdre les systèmes de régulation qui permettent de réguler la propre sécrétion du cortisol. Et donc, ce cortisol va être en permanence trop élevé et va agir un peu partout dans le cerveau, mais également sur le corps pour provoquer finalement un peu l'effet inverse de tout ce que je vous ai dit avant. En permanence déjà, sachant que le cortisol prépare l'organisme à l'action, il est sécrété un peu, je vous dis, avant le lever du soleil, eh bien, vous imaginez bien que si on mobilise en permanence l'éveil et l'attention, au final, ça va conduire quand même à déjà des dérèglements du sommeil, parce que si on sécrète du cortisol la nuit, on risque de ne pas bien dormir, ça c'est clair. Donc des troubles du sommeil, mais également une survigilance, en fait. Une survigilance qui va également provoquer une anxiété. Ça va avoir des effets inverses, par exemple sur la mémoire, c'est-à-dire qu'à force, avec cette sécrétion trop active et puis le fait que l'organisme soit fatigué, eh bien, il va y avoir une diminution en fait, des capacités de mémoire. Il va y avoir également des dérégulations des émotions. Alors là, c'est pas forcément, ça va être un éveil émotionnel trop fort et ça va avoir tendance à attribuer des émotions plutôt négatives plus que positives. Ça va également complètement perturber les processus cognitifs et donc perturber la prise de décision, perturber la planification de l'action, perturber l'inhibition du comportement, perturber la flexibilité cognitive, etc., etc. Donc ça, c'est sur le cerveau. Je vous montrerai après sur quelques régions. Sur le corps, eh bien, ça va conduire à une activation, à des problèmes cardiovasculaires. Ça peut conduire jusqu'à de l'hypertension, le stress chronique. Ça peut conduire à des problèmes de métabolisme énergétique, en particulier, par exemple, à une trop forte concentration de sucre dans le sang, donc du diabète, puisqu'en fait, l'idée étant toujours de fabriquer plus de glucose, parce que c'est le glucose dont se servent les cellules. Et à force d'avoir trop de sucre dans le sang, eh bien, c'est le principe même du diabète. Et puis, en termes de système immunitaire, ça va avoir des effets un peu, on va dire, différents selon les différentes parties du système immunitaire auquel on s'intéresse. Ça va diminuer l'immunité qu'on appelle mémoire, l'immunité acquise, et pour autant, ça va avoir des effets plutôt pro-inflammatoires. Donc, on va se retrouver avec des inflammations, par exemple des articulations, pour des gens qui ont des problèmes aux articulations, également des inflammations chroniques qui vont conduire à des douleurs chroniques, en fait. Et puis, ça a d'autres effets, en inhibant en permanence la croissance et également le système reproductif. Et bien évidemment, il n'y a plus de libido, il n'y a plus de renouvellement également osseux, par exemple. Enfin, ça a d'autres effets. Je parle pas. Il y a les minéralocorticoïdes. Il y a donc plein de choses. Ça agit sur les reins, ça agit sur ce qui va être réabsorbé par réabsorbé. Et donc, ça va poser des problèmes en fait dans le métabolisme de tout ce qui se renouvelle en permanence. En particulier, par exemple, l'os qui passe son temps à se renouveler, qui est fait de phosphore et de calcium, et c'est entre autres ce qui va poser problème au niveau des reins, et donc ça va causer en fait des désordres un peu multiples dans le corps. Après, si on s'intéresse un peu plus au cerveau,
Au niveau du cerveau, eh bien, ça va causer des désordres effectivement au niveau du cortex préfrontal. Donc, on va avoir des diminutions de la tension, en fait, hein, et une fatigue chronique qui va contribuer elle-même à une diminution de la tension, une diminution de la flexibilité cognitive, mais également des problèmes de mémoire, hein, puisque le cortex préfrontal agit également dans la mémoire. Donc, dans tout ce qui est mémoire autobiographique, c'est-à-dire nos propres souvenirs, mais également dans ce qu'on appelle la mémoire prospective, c'est-à-dire se projeter dans le futur, en fait, donc de la planification de l'action. Ça va également causer des problèmes dans différentes régions d'autres régions liées à la mémoire, qu'on appelle l'hippocampe. Et donc, on va avoir de manière générale des difficultés mnésiques, des difficultés de mémoire à long terme. Ça va causer des problèmes d'apprentissage, hein, pas simplement de se souvenir, mais également d'apprendre, tout simplement. Ça va causer également des difficultés, en fait, ça va ralentir ce qu'on appelle la neurogenèse, qui est la formation de nouveaux neurones dans l'hippocampe. L'hippocampe, c'est cette petite structure qui est ici, là. Voilà, qui est ici en vert foncé, là. Ou qu'on retrouve là, ici en vert foncé, tout en bas. Dans cette région, il y a la formation de nouveaux neurones et on sait que ces nouveaux neurones sont un facteur de résilience au stress. Or, le stress diminue justement cette formation de nouveaux neurones. Donc, on va fragiliser, encore une fois, ça va fragiliser et ça va devenir un cercle vicieux puisque du coup, il y a moins de neurogenèse, c'est plus fragile par rapport au stress et donc la répétition des stress petit à petit va accumuler en fait. C'est un cercle vicieux qui s'emballe. Et ce système de stress à la base d'hormonal va en fait déréguler d'autres systèmes qui vont devenir eux-mêmes, parce qu'ils sont dérégulés, des stresseurs. Ce qui fait que ça va encore augmenter l'effet sur l'axe du stress, qui lui-même va encore déréguler d'autres systèmes, qui vont devenir eux-mêmes des stresseurs, et etc. Et en fait, ça s'emballe et ça ne s'arrête jamais. Et du coup, le corps n'arrive plus dans sa fenêtre, on va dire, d'homéostasie, de plasticité naturelle, à réguler tous ces systèmes. Ça va également causer des gros problèmes émotionnels. Donc, en particulier, étant donné que ça augmente l'éveil, ça provoque une survigilance, eh bien, ça provoque une sorte d'anxiété généralisée. Ça va augmenter la mémoire émotionnelle, mais en même temps, ça va diminuer ce qu'on appelle la valeur hédonique, c'est-à-dire le plaisir ressenti, ça va diminuer les émotions positives. En particulier, on va avoir tendance, l'amygdale, c'est cette petite structure en rouge ici, à attribuer ce qu'on appelle une valence, si vous préférez un synonyme, c'est une valeur négative à tout ce qui nous entoure. Ça va également modifier des structures qui sont un peu plus internes, hein, qu'on appelle le système de récompense, le fameux système que certains appellent le système du plaisir, mais qui n'est pas du tout lié au plaisir, parce que ça peut servir à faire de l'aversion. C'est le système qui sert plutôt à ce qu'on appelle faire de la science motivationnelle. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire la science. Eh bien, la science, c'est quelque chose qui ressort du reste, c'est quelque chose qui est pertinent. En permanence, nous attribuons une science à tout ce qui nous entoure, à tous les stimuli qui nous entourent, que ce soit des gens, des objets, des lieux, en permanence, ont un apprentissage, peu importe, tout. Et notre cerveau décide de ce qui est pertinent, de ce qui ne l'est pas. Et il faut, parce que sinon, ça fait une surcharge d'informations. Le problème est que justement, ce système de stress, quand il est emballé, va perturber ce système également de science, et donc on va se retrouver à trouver de la pertinence à des choses qui n'en ont pas, éventuellement leur attribuer en plus une valence négative émotionnelle. Donc vous comprenez bien qu'à force, petit à petit, ça va perturber également l'humeur, puisqu'il y a une surcharge d'informations, une anxiété, une attribution excessive de valence négative émotionnelle, des émotions négatives générales. Donc finalement, souvent, quand le stress chronique devient pathologique, en fait, il conduit à des troubles d'anxiété, à des troubles dépressifs. Et dans ces cas-là, effectivement, là, on est dans la pathologie. Alors, il faut bien comprendre que c'est une histoire de degrés, hein, d'accord? C'est pas forcément, le stress chronique ne va pas forcément devenir pathologique. Certaines personnes ont de la résilience. On n'est pas tous fichus pareil, d'accord? On a tous des facteurs, on est tous génétiquement différents, on a tous des vulnérabilités à certains facteurs et non à d'autres. Et on a tous des capacités de résilience, de résistance si vous préférez, mais le mot résilience est plus adapté, de résilience au stress, donc pour s'adapter aux conséquences mauvaises de ce stress chronique, on va dire.
c'est très différent d'un individu à l'autre. C'est ça qui est compliqué, en fait. C'est-à-dire que pour certaines personnes, un même stresseur répété conduira à un trouble de stress chronique qui deviendra pathologique et conduira éventuellement à des troubles anxio-dépressifs ou à un trouble de stress post-traumatique si c'est lors de cas d'un traumatisme aigu, alors que chez une autre personne, ça ne conduira pas à quelque chose de pathologique. On ne comprend pas encore quels sont tous les facteurs de vulnérabilité et de résilience. C'est bien l'idée de continuer la recherche là-dessus, entre autres ce qu'on fait dans l'équipe. Et un des facteurs de résilience, nous, dont on s'occupe, c'est cette fameuse neurogenèse, justement, qui serait un facteur de protection euh, contre le stress et contre cet excès en fait, d'émotions négatives. Alors, les stresseurs, c'est quoi? Ben, ça peut être beaucoup de choses, hein. Dans le monde d'aujourd'hui, on sait bien que, et ça a été montré par des sociologues, des psychologues, que depuis l'ère de l'industrialisation, toujours faire plus en moins de temps. Donc ça, c'est clairement un des stresseurs majeurs de la société actuelle, c'est toujours la productivité, faire plus en moins de temps, et on le voit bien avec la généralisation des troubles de burn-out, par exemple, dans le milieu professionnel. Donc des gens qui ont une pression telle qu'en fait, ils développent une fatigue chronique, ils développent des troubles anxieux, ils développent même des troubles dépressifs, une diminution générale de l'humeur, une anxiété excessive, parce qu'il y a une pression professionnelle telle qu'ils ne se sentent plus capables en fait, d'assurer leur emploi. Alors, c'est pas que ça, hein. Là, on parle donc du coup, on a parlé tout à l'heure de système de survie, mais de manière générale, tout stimulus stressant, répété, de l'environnement externe peut conduire éventuellement à des troubles de stress chronique. Encore une fois, tout dépend des personnes. Il y a également, il ne faut pas oublier qu'il y a également les événements internes, c'est-à-dire notre propre corps. Une maladie va être un stresseur. Un manque de sommeil va être un stresseur. Une mauvaise alimentation va être un stresseur. La sédentarité était plutôt un facteur de vulnérabilité, par exemple. Donc, il y a tout ce qui concerne notre propre corps et le problème étant, comme je vous ai expliqué, que le stress, quand il est cet axe du stress, quand il est emballé, lui-même induit une dérégulation d'autres systèmes qui deviennent eux-mêmes des stresseurs. Donc, le manque de sommeil est induit par le stress et ce manque de sommeil va lui-même induire du stress. Donc, la cause devient la conséquence et la conséquence devient la cause. Et puis, aujourd'hui, on met à part ce qu'on appelle les événements, les souvenirs, en fait, les pensées. Entre autres, par exemple, c'est plus parlant dans le cadre d'événements traumatiques, et bien dans le cadre d'événements traumatiques, ce qui est connu, le trouble de stress post-traumatique, il y a une résurgence des souvenirs traumatiques, souvent induite de manière complètement inconsciente par un objet complètement neutre qui a été associé dans la mémoire lors du jour du traumatisme, par exemple, ou lors du moment du traumatisme. Ça peut être n'importe quoi, hein. C'est des choses qui n'ont aucune signification émotionnelle pour quelqu'un qui n'a pas vécu ce traumatisme et qui en aura une très forte dans son cerveau pour celui qui a vécu le traumatisme. Et donc, il va y avoir cette résurgence de souvenirs. Et cette résurgence, ces souvenirs traumatiques, le fait de les revivre en permanence, devient lui-même un stress puisque ça active, encore une fois, ce fameux axe du stress et ça le suremballe. Donc les pensées, on pourrait même aller, je ne veux pas aller plus jusque-là parce que ça n'a pas du tout encore été montré, mais les pensées négatives, limite, pourraient elles-mêmes finalement être un stresseur. Donc il y a tous ces stresseurs qui vont induire un stress chronique et qui va être très différent d'un individu à un autre et les conséquences vont également être différentes puisque chacun va avoir des stratégies différentes pour s'adapter à ce stress chronique. Ça peut être des stratégies très actives, hein. Donc on a parlé tout à l'heure du système fuir ou combattre. Donc ça, c'est un système de survie. Mais il n'y a pas que le système fuir ou combattre, il n'y a pas que l'action, il y a aussi l'action d'aller chercher de l'aide, d'aller en parler. Ça fait partie des stratégies d'adaptation, par exemple, face à un stress chronique. Ça peut être également un manque de stratégie, des stratégies passives où on est complètement dans l'inhibition de l'action. Alors, dans ces cas-là, ça pose justement problème parce que l'inhibition de l'action fait partie aussi des troubles anxio-dépressifs. Ça va avoir différents aspects cognitifs également comme conséquence parce que selon les personnes, il va y avoir peut-être une augmentation des dérégulations plutôt cognitives et moins émotionnelles, alors que chez d'autres, ça va plutôt être le système émotionnel qui va être touché et un peu moins le système cognitif. Tout va dépendre en fait d'un individu à un autre.
Et puis, évidemment, les conséquences physiologiques, encore une fois, vont dépendre également de la personne, de sa génétique, de son vécu, de son mode de vie, etc., etc. Donc, c'est quelque chose qui est difficile, en fait, à comprendre parce que le stress pathologique, eh bien, à quel moment, en fait, on met la limite? À quel moment ça devient pathologique? Honnêtement, moi, j'ai pas la réponse. La réponse, elle est déjà, je pense, dans le ressenti de la personne, de l'entourage, également dans le fait du diagnostic, et là c'est le travail du médecin, du psychiatre, du psychologue, et non pas du chercheur. Je te laisse la parole. Je peux même enlever le diaporama hein, maintenant, parce que, à moins que... Non, laisse-le. Je le laisse? Okay. Ok. J'avais une question en effet, Mathieu. Est-ce que, et puis je laisserai la parole après au public, est-ce qu'il y aurait des stress à la fois chroniques ou extrêmement violents qui feraient qu'il n'y aurait pas de retour en arrière, c'est-à-dire qu'il y aurait des traces en fait, qui seraient des conséquences qu'on ne pourrait pas réguler, qui serait une forme de marquage à vie en fait? Probablement oui. Probablement oui, en tout cas en particulier les traumatismes, on commence à comprendre un petit peu ça, les traumatismes vécus dans l'enfance laissent des traces jusqu'à l'âge adulte et jusqu'à la fin de la vie, oui. Puisque nous on a un collègue qui travaille là-dessus et jusque sur donc des cerveaux humains, il a pu voir des traces donc après la mort évidemment, de choses qui ont en termes de plasticité de neurones, qui sont restés marqués à vie par rapport à des patients qui n'ont pas vécu de traumatisme. Donc oui, ça peut rester à vie. Après, c'est très pessimiste de dire ça parce que des traces peuvent rester à vie et les conséquences peuvent quand même tout au moins être atténuées. D'accord ? C'est aussi le travail justement du psychologue, du psychiatre. C'est le travail de la thérapie. Hein, ça, c'est sûr, qui, on le sait, recircuite justement les neurones, hein, le fait d'identifier les stresseurs, le fait d'en parler, le fait d'éventuellement pouvoir les supprimer si c'est possible. Tout le monde ne peut pas supprimer les stresseurs. On ne peut pas forcément tous quitter son travail si son travail il est stressant. Hein, d'accord ? Donc ça, c'est quand même la première chose. Si évidemment, on peut supprimer le stresseur quand on l'a identifié, évidemment, en enlevant la source du stress ou les sources du stress, on évite complètement le cercle vicieux. Et tout de suite, très vite, l'organisme se réadapte et remet en place les processus de régulation physiologique nécessaires. Malheureusement, effectivement, parfois, non seulement on ne peut pas l'enlever, et puis si c'est du passé, ben, c'est du passé. Et donc, des traces peuvent effectivement rester à vie. Mais on peut travailler à améliorer les conséquences comportementales, par contre. On peut améliorer à travailler sur les symptômes. C'est effectivement le travail de la thérapie, mais également, si nécessaire, l'utilisation de substances pharmacologiques comme des anxiolytiques ou des antidépresseurs qui sont quand même classiquement utilisés aujourd'hui. Juste, tu vois, une parenthèse, on sait quand même que malheureusement, dans les troubles anxio-dépressifs, en particulier donc du coup ceux dus au stress chronique et ceux où on retrouve, c'est quand même une majorité, on retrouve un emballement de cet axe du stress, eh bien font partie des troubles anxio-dépressifs qui sont parfois résistants aux traitements médicamenteux classiques. Donc aujourd'hui, dans la recherche, il y a quand même de nombreuses autres recherches sur d'autres types de substances pharmacologiques qui ne sont pas des traitements typiques, on va dire, et qui ne sont pas encore mis sur le marché aujourd'hui, mais qui viendront peut-être dans les années qui viennent et qui permettraient, tout au moins, il y a des essais cliniques qui permettraient de traiter ces patients avec des troubles de stress chronique et des troubles de l'humeur anxio-dépressifs, qui permettraient de traiter les symptômes chez eux parce que les antidépresseurs et les traitements classiques ne fonctionnent pas. Et puis, il y a d'autres traitements qui ne sont pas forcément pharmacologiques. Hein, et il y a d'autres traitements qui sont à l'étude, comme de la stimulation, de la neurostimulation, c'est-à-dire stimuler certaines zones du cerveau, en particulier certaines zones du cortex préfrontal, par exemple, par le biais de stimulation électrique transcrânienne, par le biais de stimulation magnétique transcrânienne, donc à travers l'os du crâne, hein, donc on ne rentre rien dans le cerveau, ce n'est pas invasif, ou par le biais encore d'ultrasons. Et donc, on commence à pouvoir traiter des troubles anxio-dépressifs et des troubles de stress chronique, enfin des troubles de l'humeur, des troubles de l'anxiété de manière générale,
avec ce type de méthode qui, du coup, n'est pas invasif, finalement moins invasif qu'un traitement médicamenteux qui rentre à l'intérieur du corps, et en essayant de stimuler ou d'inhiber certaines structures dont on sait qu'elles sont soit suractivées, soit au contraire sous-activées dans le cas d'un trouble de stress chronique et de troubles de l'humeur. Une toute dernière question de ma part, est-ce que, est-ce que la piste héréditaire a été travaillée et est-ce que quand quelqu'un dans sa vie a eu un stress très violent, est-ce qu'il y a une possibilité qu'il transmette sa Alors, progéniture? oui. Oui, aujourd'hui, alors héréditaire, c'est-à-dire pas forcément génétique, mais ce qu'on appelle l'épigénétique. Oui. Mm. L'épigénétique, on sait aujourd'hui qu'on est capable de transmettre des comportements acquis, et ça, c'est quand même assez fou. Bien évidemment, je ne parle pas de transmettre de savoir faire du vélo, hein, on est d'accord. On parle de transmettre des choses qui sont intenses, très intenses, beaucoup trop, qui sont du coup traumatisantes pour l'organisme. Et ça a pu être montré effectivement que dans le cas, par exemple, de traumatismes liés à l'enfance, on retrouvait dans la descendance des désordres, par exemple, des vulnérabilités aux troubles anxio-dépressifs, des vulnérabilités à différents troubles métaboliques également, puisque ce fameux système de stress touche tellement de fonctions dans l'organisme qu'il peut déréguler divers gènes et on va se retrouver effectivement dans la descendance avec également des vulnérabilités. Alors, ça ne veut pas dire que les personnes vont développer les troubles, attention, hein. C'est des susceptibilités à développer éventuellement certains troubles psychiatriques, certains troubles de l'humeur, hein, donc certains troubles psychiatriques quels qu'ils soient finalement, ou certains troubles métaboliques quels qu'ils soient. Mais ça, encore une fois, hein, ça dépendra d'un individu à un autre. C'est difficile, on n'a aucune prédiction sur ce genre de choses pour le moment. En tout cas, en l'état actuel des recherches, on n'est pas capable de prédire ce que ça peut faire. Merci Mathieu. Je te propose d'abaisser ton document. Ouais. Ça, du coup, on va pouvoir passer la parole à d'autres personnes. Rosario, tu avais une question tout à l'heure. En fait, toutes les conférences sont enregistrées. Donc, vous pourrez retrouver tous les enregistrements sur la chaîne YouTube de la Mission laïque française. Alors, on voit toujours un texte, Mathieu. On voit toujours. Hein, j'ai pas fait départager? Non, bien sûr. Voilà. Merci Mathieu, tu as des propos particulièrement clairs, c'est un vrai bonheur de t'écouter. On a l'impression que les choses compliquées, elles vont devenir beaucoup plus simples. Alors, il y a quelques questions dans le chat. Personne parle, je pense que ta réponse sera très rapide. C'est Sophie qui dit on parle parfois d'un bon stress, celui qui stimulerait positivement. Est-ce que c'est une légende? Ben non, c'est effectivement ça. À la base, c'est un système qui augmente les performances. Donc, à la base, en fait, tout le monde parle de stress aujourd'hui. Il est là le problème, c'est que tout le monde parle de stress comme quelque chose de mauvais. Mais initialement, c'est un système qui, justement, est bon pour l'organisme, en fait, est bon pour le cerveau et l'organisme. Ça augmente nos performances. C'est quand il est sollicité de manière répétée, trop intense et chronique que ça devient, en fait, délétère pour l'organisme. Mais initialement, ça nous sert tous les jours, toute la journée, tout le temps. D'abord, même pour se réveiller, en fait, et pour préparer l'organisme à l'action, dès le matin, en fait, avant même le réveil. Oui. Alors, il y a Assad qui demande s'il y a une alternative naturelle aux antidépresseurs. Comme disaient nos grands-mères, manger une bonne soupe aux légumes et tout ira mieux. Dis-moi, c'est des conneries tout ça. Ou pas. Alors, c'est pas qu'il y a une alternative naturelle. Alors oui, il en existe une alternative naturelle qui fonctionne d'ailleurs au passage. Ça veut dire que en fait, c'est la même chose. Il y a le millepertuis, mais à ne pas prendre comme ça sans prescription médicale, puisqu'en fait, au final, ça a exactement les mêmes actions que les antidépresseurs qu'on utilise. Donc surtout, faire attention parce que ça doit être naturel, c'est tout aussi puissant. Donc, ce n'est pas parce que c'est naturel que c'est bon ou que c'est meilleur, hein, attention. Hein. Après, des alternatives naturelles, eh bien, tout simplement, il y a aussi augmenter sa propre résilience au stress. Ça veut dire éviter d'ajouter des stresseurs. Donc, au mieux dormir. C'est compliqué parce que forcément, étant donné que le stress induit des troubles du sommeil.
Mais si on peut dormir au mieux, eh bien déjà, on va éviter d'ajouter quelque chose. Si on a une alimentation équilibrée et on n'a pas une alimentation trop riche, on sait que l'alimentation riche en graisse et en sucre, hein, ce qu'on appelle la malbouffe, est un stresseur. Donc, si on peut éviter déjà d'ajouter des stresseurs, on évite de suremballer le système, en fait. Tout ce qu'on peut éviter d'ajouter. Faire de l'activité physique va, par exemple, on le sait, augmenter la neurogenèse. Or, la neurogenèse est un facteur de résilience. Et puis, l'activité physique défoule, tout simplement. Tout ce qu'on peut éviter d'ajouter sera déjà une méthode naturelle, en fait. Ça ne voudra pas dire que ça va diminuer en soi le stress. Par contre, ça va aider à ne pas l'augmenter. Et donc, le corps lui-même, ayant ses propres systèmes de régulation, si on évite de suremballer le système, eh bien, va agir de mieux en mieux, en fait. Le mieux est de ne pas suremballer. On n'a pas de choses miracles qui diminuent le stress d'un coup. Sachant que c'est des effets prolongés. Comme je vous ai dit, hein, c'est malheureusement le cas de ces glucocorticoïdes. Ils n'ont pas des actions qui durent quelques secondes. Ils ont des actions qui durent des minutes, des heures, des semaines, voire des mois. Et donc, l'idée est de ne pas suremballer le système et que le corps puisse se réadapter, en fait. Alors, une question un petit peu dans ce sens-là de Valérie, et on a eu une partie de la réponse hier avec Antoine Lutz, qui dit, mais est-ce qu'il y a des recherches qui existent sur le lien entre la gestion du stress et les pratiques sportives, ou la méditation, mais les pratiques sportives? Alors, les pratiques sportives, honnêtement, je n'en sais rien. Donc, comme ça m'a réglé le problème. Mis à part qu'effectivement, pour cette histoire de neurogenèse, on sait que l'activité physique augmente la neurogenèse, voilà, mais je n'en sais pas plus sur la gestion du stress et les pratiques sportives. Effectivement, par contre, tout ce qui est technique de relaxation, on commence également à comprendre des choses. On sait que la méditation a un état quand même de conscience assez, comment dire, pas étrange, mais à part. Hein. C'est un état de conscience qui est différent de l'éveil actif, qui est différent de l'éveil calme, qui est différent du sommeil lent, qui est différent du sommeil paradoxal, avec des rythmes cérébraux qui sont spécifiques et qui vont effectivement qui va induire des changements de plasticité des neurones, des circuits neuronaux qui peuvent aider, a priori. Pas forcément de lien direct pour l'instant avec le stress, mais probablement qu'on va en découvrir. En tout cas, moi, je ne les connais pas. Tout ce qui est technique de relaxation, de manière générale, on commence à comprendre qu'il y a un lien, en particulier aussi avec la respiration. On connaît aujourd'hui, il y a un petit groupe de neurones qu'on appelle dans le tronc cérébral, c'est-à-dire un peu en haut de votre nuque, qui réagit à la respiration rapide, en fait. Et donc, quand ces neurones, on respire rapidement, ils sont suractivés et eux, ils viennent agir, ils viennent surexciter également je ne sais pas si vous vous souvenez du nom sur la première diapo, le locus coeruleus, qui, eux, crachent de la noradrénaline. Donc, en fait, quand on respire rapidement, on suractive l'éveil, si je fais un raccourci très rapide. On suractive l'attention, on suractive l'éveil attentionnel de manière générale. Évidemment, du coup, si on respire calmement et profondément, eh bien, on n'active pas ces neurones, on évite de suractiver. Donc, indirectement, on se calme et on diminue l'attention et la vigilance, tout au moins la surattention, la survigilance, d'accord? Pas l'attention et la vigilance. Donc, en fait, encore une fois, on commence à avoir des preuves. Alors, c'est des choses qui sont assez méconnues pour l'instant, parce que on a plein de petits noyaux de neurones dans le tronc cérébral, donc on ne connaît pas encore vraiment bien les fonctions, mais qui sont liées effectivement à nos fonctions physiologiques de manière générale, la respiration, le cœur, etc. Et donc, on commence à comprendre que finalement, en agissant sur la respiration, en agissant sur son cœur si on peut, eh bien, on peut également éviter de suractiver en fait tous ces systèmes. C'est à l'état encore vraiment on débroussaille, hein, d'accord? On n'en sait pas forcément beaucoup plus pour le moment. Mais effectivement, ces techniques de relaxation, au moins liées en tout cas à la respiration et également à la concentration comme à la méditation, ont a priori effectivement des effets bénéfiques sur la suranxiété provoquée par le stress chronique. Merci Mathieu pour ces questions, pour ces réponses très claires. Je vous invite à poser des questions tout à fait simplement, décochez votre micro et allez-y, posez s'il y a des questions à poser, allez-y.
Peut-être que je rajouterai que dans Oui, les... Pascal? Ah, pardon, vas-y, Jim. Oui, bonjour, bonjour Mathieu, je suis très content de te retrouver et merci encore pour ton intervention. Une collègue tout à l'heure mentionnait le stress positif. Forcément, en tant qu'enseignant, par rapport au travers du stress excessif, on a bien vu tous les travers que ça pouvait avoir par rapport à la construction de la personne et en quoi ça pouvait desservir un enseignement. Mais penses-tu qu'il soit possible pour nous enseignants, du coup, de construire ce qu'on pourrait appeler un stress constructif, un stress qui serait... Est-ce qu'on peut envisager de provoquer un stress qui serait bénéfique pour nos élèves alors? Hmm. C'est une grande question, c'est une question de pédagogie, ça c'est pas une question pour un chercheur. Je pense qu'en fait, il y en a déjà suffisamment. Oui. Un examen est un stress, quoi qu'il soit, et quoi qu'il en soit. Et je veux dire, on est tous stressés, hein, rien qu'avec un examen, parce que ça implique un but, ça implique une planification de l'action, ça implique une préparation. Et donc, rien qu'un examen est un stress, en fait. Alors, pour la plupart des gens, un examen va être un stress positif, puisque ça va augmenter les performances, et donc ça va augmenter le travail, ça va augmenter les capacités. Malheureusement, encore une fois, tout dépend. Le problème est toujours que c'est très différent d'un individu à un autre, parce que même pour un stress qui n'est pas pathologique du tout, d'accord, hein, un examen, eh bien, certaines personnes arrivent quand même à être complètement bloquées. Hein, on le sait, c'est pas la majorité des gens, mais malheureusement, ça, même un petit stress, alors, je suis désolé de dire petit pour ceux qui vivent ça mal, mais un stress aigu qui est modéré, on va dire, peut déjà induire des blocages. Alors, je suis pas sûr que provoquer des stress, sachant qu'on est déjà sollicité en permanence, rien que dans la vie quotidienne, dans nos sociétés actuelles, soit je ne saurais pas, moi, comment faire provoquer un stress positif. Parce que, encore une fois, tout va dépendre de l'individu. Certaines personnes vont peut-être le vivre très mal, alors qu'au contraire, certains vont le vivre très bien. Quelque chose de compliqué, hein, c'est vraiment les différences interindividuelles font que c'est quelque chose de compliqué. Et est-ce que la motivation, du coup, peut avoir des conséquences proches d'un stress positif, la motivation intrinsèque d'un élève alors? Ah oui, ah ben oui, oui, là, c'est sûr, effectivement, la motivation, les circuits liés à la motivation vont également, en fait, avoir le même type de fonction, mais plutôt juste au niveau cognitif, moins, on va dire, au niveau corporel. Du coup, il y aura peut-être moins de conséquences délétères pour le reste de l'organisme, mais une motivation, la motivation de manière générale va induire un peu la même augmentation des performances, hein. Ça va être une augmentation de l'éveil, de l'attention, une augmentation de la mémoire de travail, de la mémoire à long terme, une augmentation des fonctions cognitives type prise de décision, planification de l'action, flexibilité cognitive, bien sûr. Ah oui, 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 complètement. Delphine, si vous débarrez votre micro pour poser la Oui, question. pardon, excusez-moi. Oui, en fait, je posais la question. Moi, normalement, il y aurait bien un lien entre empathie et stress, par exemple. Et est-ce qu'on peut imaginer que si on réduit les capacités d'empathie, donc là, je prends avec ce qui s'est passé avec les masques, par exemple, chez les enfants, où effectivement, apparemment, on aurait pu, enfin, on voit qu'il y a une diminution de l'empathie. Est-ce qu'on augmente les situations de stress avec ça? Et est-ce que si on travaillait l'empathie chez les enfants, chez les adultes, peu importe, on permettrait justement ces facultés de résilience? C'est une bonne question, ça mériterait de faire des recherches. Et puis, Honnêtement, voilà, là, je n'en sais pas plus. On sait que, par exemple, dans le trouble du spectre autistique, effectivement, il y a une anxiété qui est générée, ouais. qu'on retrouve une anxiété généralisée, des troubles anxieux en général, chez de nombreux troubles du spectre autistique. Ouais. Euh, Et la un caractéristique problème de distanciation par rapport aux émotions, justement. et un déficit d'interaction sociale, de manière générale. C'est la caractéristique principale, oui, c'est effectivement le déficit d'interaction sociale, le déficit d'aller vers l'autre. Avec effectivement un problème de reconnaissance, on va dire, des émotions de l'autre. Mm.
on sait qu'il y a une corrélation, il y a probablement une corrélation effectivement entre les deux, parce qu'il y a très souvent également effectivement des troubles anxieux. Maintenant, la corrélation et les mécanismes, honnêtement, voilà, pour l'instant, on est loin encore pour ma part en tout cas, de les comprendre. D'accord. Donc, il y a certainement, probablement un lien dans certains circuits. Et nous, on étudie effectivement beaucoup le système de récompense, donc ce système de science motivationnelle, justement, qui est particulièrement lié au système de valence émotionnelle, en fait. Donc, tout ça, c'est des circuits qui fonctionnent ensemble. Et donc, effectivement, lorsqu'il y a une dysfonction de ce circuit, eh bien, de manière générale, il y a notre hypothèse qui n'est pas encore montrée, mais ce serait effectivement probablement un déficit de récompense qui pourrait être un des mécanismes des déficits d'interaction sociale. Un mécanisme, donc, si ce n'est pas récompensant d'aller vers l'autre, on n'y va pas. Si c'est anxiogène d'aller vers l'autre, on n'y va pas non plus. D'accord ? Donc, certainement qu'il y a des liens. Maintenant, on ne comprend pas encore forcément le mécanisme et la circuiterie exacte. C'est encore complètement à l'état de recherche. On publie. Voilà, il y a des théories contradictoires, et comme toujours en sciences d'ailleurs. Et puis, ce sera que dans quelques années qu'on commencera peut-être à avoir un modèle unifié et de meilleure compréhension de tout ça. Ouais, du coup, excusez-moi, je vais par rapport aux troubles autistiques, en fait, il y a les fameuses méthodes ABA. Et en fait, par rapport à Schmitt, en fait, il y avait l'action précède la pensée. Dans l'idée, en fait, si moi j'ai compris un peu ce qui pouvait être. Et c'est vrai que s'il y a le système de récompense dont vous parlez qui arrive de façon positive, justement, est-ce que ça, normalement, il me semble que ça pourrait réduire justement ces troubles d'anxiété. Honnêtement, je ne suis pas du tout capable de répondre à votre question. Oui, d'accord. Je voudrais aussi Merci, répondre aussi à ce que vous avez dit, Delphine, tout à l'heure, et pour aussi confirmer ce que tu dis, Mathieu. La question du masque, c'est très particulier parce qu'aujourd'hui, il y a aussi des recherches qui prouvent que finalement, le masque n'était pas si catastrophique que ça. Et qu'il y a des enfants qui, au contraire, ont cherché de manière beaucoup plus intense à voir qui était derrière le masque. Et que, évidemment, ce n'est pas favorable le masque, mais que cette période-là n'a pas forcément été défavorable par rapport à ça. Et que le masque n'a pas généré forcément de l'anxiété, n'a pas généré le fait d'empêcher d'aller à la rencontre de l'autre, n'a pas créé des problèmes d'empathie. Aujourd'hui, on a vraiment beaucoup de textes qui prouvent le contraire. En tout cas, mais comme tu disais, Mathieu, je pense que dans 5 ans, dans 10 ans, on aura vraiment suffisamment de recul pour voir quels effets ça peut avoir sur le long terme. Et je crois que c'était surtout la crainte généralisée, universelle, et toute crainte universelle fragilise tous les humains de la planète, évidemment, ça va avec l'universalité, et il y a eu un stress chez les adultes, je crois qu'on a sans doute transmis à nos enfants, évidemment, parce que le contexte était favorable à ça, mais le masque, le port du masque en lui-même n'était pas forcément anxiogène chez les enfants. Mais par contre, ça a pu le devenir pour certains parce que ça l'était pour les adultes. On est parfaitement dans les lieux, 59, c'est juste génial, Mathieu, merci. Très bien. Mathieu, vraiment, je tiens à te remercier parce qu'encore une fois, c'était très clair. Je crois qu'encore une fois, tu as la capacité à dire simplement les choses très compliquées. Je vois qu'il y a plein de merci qui arrivent dans la discussion. Merci à vous tous, puis merci à toi, Pascal, de m'avoir invité. Vraiment, je crois que c'est sincère. Et puis, tu reviens quand tu veux, mais t'inquiète pas, on va faire en sorte que ce soit possible. Avec grand plaisir. Merci beaucoup, Mathieu. Merci à vous tous aussi derrière l'écran de continuer à être présents pour toutes ces conférences. Voilà, c'est important aussi de partager toutes les questions avec vous. Donc, plein de merci à tout le monde et puis on vous souhaite une très, très belle soirée.